À Kinshasa, à 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct. Occupation rwandaise et les rôles dangereux de l'Ouganda. Et occupation rwandaise aussi, faut-il vraiment dialoguer avec la rébellion? Jackson Aoussé, député national, M. Aïn Dambito, porte-parole de la dynamique pour le développement national. Voilà nos deux invités qui vont se succéder tour à tour pour certainement aborder ces différentes thématiques. Fidèles téléspectateurs, nous vous convions à suivre cette tranche. Et vous avez raison. De l'autre côté, nous avons Jennifer Moussobola Kayembe. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité sur Télé 50. Agression rwandaise après l'appel à la mobilisation générale pour la défense de la patrie lancé par le gouvernement. Plusieurs personnalités politiques, structures ou associations sans but lucratif ont aussi exprimé leur soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et aux forces armées de la République démocratique du Congo suite à la recrudescence des attaques de l'armée rwandaise sous couvert du M23. Examen du budget 2023. Le Premier ministre a répondu aux questions des élus soulevées vendredi dernier lors de l'examen général du projet de loi des finances pour l'exercice 2023 à l'Assemblée nationale. Ce mardi, ce projet a été déclaré recevable et renvoyé à la commission ECOFIN. Ouverture ce mardi du sommet de la Ligue arabe à Alger, mais sans le roi du Maroc. À l'ordre du jour de ce sommet de 2 jours, plusieurs dossiers, notamment africains. Une nouvelle stratégie pour la sécurité alimentaire doit être adoptée. En pleine crise politique, Israël élit ses députés pour la 5e fois en 4 ans. Le scrutin anticipé a été provoqué par la chute du gouvernement en juin dernier. Alors que l'État hébreu est plongé dans une profonde crise politique, les blocs des droites émenés par Benyamin Netanyahou pourraient arriver en tête sans être en mesure néanmoins de former un gouvernement. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Christopher Otiokoum à la grande édition de ce soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Jean-David Kilolo pour la suite de Kinshasa Direct. L'actualité reste en continu. Merci à vous, Moussobola, Jennifer, pour cette livraison d'informations. Nous allons recevoir notre premier invité, Aïn Dambito, porte-parole de la dynamique pour le développement national. On va parler de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est tout de suite. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018 ? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici ? Donc vous ne serez pas candidat ? On va vous remettre la Constitution de la République. Faudra-t-il dialoguer avec la rébellion?
La rébellion, vous savez très bien, la rébellion du M23 qui sème la pagaille. Cette rébellion est considérée comme terroriste en République démocratique du Congo. Nous allons en parler avec M. Aïdan Bito. Lui, il voit autre chose. Alors nous allons certainement essayer d'aborder toutes ces thématiques-là. Bienvenue, M. Aïdan Bito. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, aujourd'hui, nous avons l'Union européenne, l'Union africaine, voulais-je dire, ainsi que la commission de cette institution qui convoque un dialogue intercongolais prévu pour le 4 novembre jusqu'au 13. Est-ce que c'est opportun aujourd'hui? Faudra-t-il dialoguer avec les M23? Et ce qu'il faut savoir, que ça sera un énième dialogue jusque-là, avec les mêmes revendications. Merci d'abord de l'invitation que vous nous avez accordée. Cette question est tellement pertinente qu'il y a quelques semaines, nous avions proposé au chef de l'État de prendre des initiatives nationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État, en tant que garant de l'unité nationale, devrait écouter toutes les sensibilités politiques sur cette question. Pas seulement sensibilité politique, il y a les forces vives, il y a les confessions religieuses. Tout le monde devrait, autour du chef de l'État, donner les avis pour voir comment nous pouvions résoudre cette question. Aujourd'hui, nous ne pouvions pas présenter le M23 comme un partenaire privilégié face au gouvernement de la République. Il y a la rébellion, il y a ce qu'il y a. Le rapport des Nations Unies, on parlait des soutiens des pays étrangers. Mais aujourd'hui, il faille qu'une majorité réelle du peuple puisse être ravivée autour du chef de l'État pour aller affronter ce problème-là. Aujourd'hui, il y a quelques mois, le mois d'avril 2021, le chef de l'État a eu à organiser des consultations qui ont permis la requalification de la majorité. Mais aujourd'hui, face à la menace que nous avons à l'est du pays, nous avons plus que ça. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État est dans l'obligation, au regard des prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution, d'écouter les uns et les autres pour voir comment on peut aborder cette question des négociations avec notamment les organisations de la sous-région, parce que nous sommes membres de certaines organisations dont les pays qui sont accusés d'appuyer les mouvements insurrectionnels font partie. Nous devons savoir dans quelle approche nous allons négocier cela, et il faille que le chef de l'État puisse avoir la crédibilité, la légitimité nationale nécessaire pour aller effectivement affronter ce problème-là. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez d'une majorité réelle. Cette majorité, vous voulez qu'elle soit composée des ténors. Là, vous voyez Mozito, vous voyez Matata Ponyo, Moïse Katumbi Chapwe, Joseph Kabila et les autres. On ne va pas réinventer la roue. Vous avez vu en France... Ou bien vous voulez aller avec la majorité qu'il y a actuellement? Vous avez vu le président Macron écouter ses prédécesseurs pour certaines questions nationales de haute portée pour l'avenir de la France. Aujourd'hui, je ne pense pas que les uns ou les autres ne peuvent pas avoir des contributions à apporter au chef de l'État face à cette situation. Moi qui vous parle, je suis non seulement républicain, mais je suis d'abord moboutiste, et je vous dis, je connais... Moboutiste? Moboutiste. 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 Je connais... Et vous le confirmez? Je connais la valeur qu'on doit au chef de l'État. Et le chef de l'État doit remplir pleinement le rôle qui est le sien en ce moment. Aujourd'hui, le chef de l'État n'est pas le chef de l'État face à cette crise. Le chef de l'État n'est pas le chef de l'État de la majorité, il n'est pas le chef de l'État de l'opposition, il est le chef de l'État de la nation. Aujourd'hui, la nation est en danger. Le président de la République doit raviver autour de lui toute la majorité du peuple pour aller affronter ce problème-là. Et il a autour de lui toutes les cartes pour s'y faire. Voilà. Et toutes les cartes, pour vous, c'est quoi? Parce que quand vous parlez, mais pourquoi vous ne le dites pas en des termes clairs? Qu'il faut dialoguer, qu'il faut dialoguer avec les M23. Je suis républicain. Oui. Je propose déjà que, aujourd'hui, déjà au niveau institutionnel, le chef de l'État devait déjà au niveau interinstitutionnel, le Parlement, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre, et tout le monde autour de lui, pour parler déjà, et vous évaluer Kinshasa déjà la question. Oui. Ça, c'est au niveau interinstitutionnel. Mais au-delà de ça, comme je vous l'ai dit, il y a des forces politiques importantes dans ce pays, il y a des courants politiques importants dans ce pays. Les gens parlent, il faut que le chef de l'État puisse écouter tout le monde et aller avec la contribution de tout le monde pour indiquer la voie. Alors, vous ne voulez pas qu'avec la posture prise par Kinshasa lui-même
c'est piégé, parce qu'aujourd'hui, s'il a accepté de négocier avec l'M23, il a traité hier des mouvements terroristes avec lesquels il ne peut pas négocier. La solution, on ne voit pas les choses comme ça. Il n'y a pas, lorsque vous êtes en face des événements qui apportent les morts d'hommes, vous ne pouvez pas ne pas utiliser tous les canaux. Et surtout que dans ce genre de conflit, la solution n'est pas seulement militaire, la solution elle est seulement diplomatique. En son temps, nous avions eu, il y a quelques semaines, nous avons eu à proposer d'abord l'évaluation de l'action gouvernementale, parce qu'on devrait tirer d'abord les forces et les faiblesses du gouvernement pour voir, au regard des axes, des missions que le chef de l'État avait accordées au gouvernement de la République, est-ce que tout ce qui a été convenu, est-ce que ça a été fait dans les normes? On devait évaluer l'action gouvernementale pour permettre à ce que, s'il faut renforcer dans tel secteur, qu'on puisse le faire. Aujourd'hui, nous avons la sécurité qui pose un problème. Nous avons les élections. C'est une équation entre les élections et la sécurité. C'est vrai que la sécurité est devenue la priorité des priorités, mais il ne faut pas que la passion électorale, dans cette crise sécuritaire, vienne ajouter de l'huile sur le feu. Il faudrait un comportement, et pour avoir ce comportement, le chef de l'État doit indiquer la voie en écoutant tout le monde. Parce que demain, quel sera le discours? Nous avons besoin de la concorde. Écoutez aussi l'M23. Nous avons besoin de la concorde nationale aujourd'hui. Demain, le discours politique face à l'année électorale ne doit pas être un handicap à la cohésion nationale que nous avons besoin pour affronter la situation. Vous voulez qu'il écoute aussi l'M23? Ce qui veut dire, j'ai dit, le chef d'État doit commencer par un cadre interinstitutionnel pour en parler, et également élargir le dialogue, l'écoute des autres forces politiques importantes du pays, des confessions religieuses, de la société civile, pour qu'il puisse avoir tous les tableaux lui permettant d'affronter ce problème. Alors maintenant, ma question est simple, parce que aujourd'hui, il y a la communauté internationale. Okay. La communauté internationale, il y a Obasanjo qui est venu avec un plan, les plans de dialoguer avec le Rwanda, avec l'Ouganda et aussi la République démocratique du Congo. Ce même plan qui a été même relayé par Vital Kamerhe lors de sa campagne. Vous ne voyez pas que vous allez tous dans le même plan, mais vous n'empruntez peut-être pas le même concept ou les mêmes mots, les mêmes termes. La diversité dans la diplomatie est permise parce qu'elle est dynamique. Mais l'essentiel, c'est qu'on arrive à la paix. Qu'est-ce qui peut concourir à la paix? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre diplomatie a besoin d'un coup de pouce, parce qu'on ne peut pas affronter certaines armées, certains mouvements rebelles avec des embargos. Qu'est-ce qu'il faut pour que ces embargos soient levés? Aujourd'hui, au regard du concert mondial, nous voyons comment, lorsqu'il y a un vote aux Nations Unies sur l'Ukraine, vous sentez les sensibilités. Mais est-ce qu'au niveau du Congo, est-ce que la République démocratique du Congo, lorsqu'il s'agit de cette question, est-ce qu'elle évalue-t-elle avec autant de partenaires internationaux sur cette question? C'est la mission de la diplomatie. Et là, il faut évaluer comment faire. Alors, vous ne voyez pas qu'il y a eu beaucoup plus d'extrémistes dans notre diplomatie, qui, à un certain temps, ont privilégié l'option militaire que l'option diplomatique. Et aujourd'hui, on commence vraiment à constater qu'il y a beaucoup plus de limites par rapport à l'option prise. Non, la sauvegarde de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire n'est pas relativisée. Sur cette question, on ne parle pas d'extrémisme. C'est-à-dire qu'on doit assurer à tout prix la défense de l'intégrité du territoire. Mais maintenant, il faut voir, est-ce que dans l'accompagnement au niveau diplomatique, est-ce que nous avons fait assez d'efforts? Qu'est-ce qu'il faut? Si on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça la grande question. Parce qu'aujourd'hui, les grandes batailles ne se gagnent pas seulement militairement. Il faut voir également du côté militairement, on le dit aujourd'hui, on le dit aujourd'hui que ça ne se gagne pas militairement, parce que il y a eu un peu des revers sur le plan militaire. Alors, est-ce que si aujourd'hui, militairement, on avait gagné, on allait dire le même propos, on allait tenir le même langage? C'est une question de la défense. On ne va pas tout étaler sur la place publique, comprenez. Mais moi, je pense que l'évaluation de l'action gouvernementale, si elle avait eu lieu, elle nous aurait permis de voir comment nous pouvions gérer cela. Il n'est pas tard. Aujourd'hui, nous proposons au chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, qu'il écoute tout le monde. Qu'il écoute tout le monde. D'abord au niveau institutionnel, interinstitutionnel, avec les chefs de corps institutionnels, qu'il évalue la situation, qu'il élargisse, qu'il écoute tous les Congolais. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, face à la question de la sécurité, le chef de l'État n'est pas le chef d'État de la majorité, c'est le chef de l'État.
Donc les actes que pose le chef d'État, c'est pour l'avenir. Et aujourd'hui, il doit écouter, élargir tout le cadre d'écoute pour voir quelle sera la dynamique pour négocier ce problème. Voilà, aujourd'hui, la dynamique pour pouvoir négocier le problème qui est là. Vous avez parlé de la majorité, vous avez parlé aussi de cette jonction sécurité, mais n'oubliez pas que il y a les élections en 2023. Je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, il y a élection en 2023. Qui dit élection, il y a 2 mois, il y a beaucoup de méandres tout autour. Aujourd'hui, si vous demandez à ce que le chef d'État puisse encore écouter tout le monde, comme il a fait pour requalifier la majorité, vous ne voyez pas que ça va prendre du temps. Et lorsque ça va prendre du temps, le calendrier électoral risque d'être dérangé. Chers journalistes, il ne faut pas rêver en vous disant que non, l'enrôlement va commencer au mois de novembre. De décembre. Novembre, décembre. Vous n'allez pas me convaincre qu'à Kiwanja, il y aura un enrôlement des électeurs. Vous n'allez pas me convaincre qu'à Rutshuru Centre, il y aura un enrôlement des électeurs. Gouverner, c'est prévoir. Nous sommes devant des évidences. Aujourd'hui... C'est une raison de pouvoir reporter les élections, peut-être. Cette partie de la République, que ce soit au Nord Kivu comme en Ituri, pose problème. Nous devons être sincères. La CENI va absolument présenter les calendriers. Ces calendriers sera discuté. Parce que le Nord Kivu, Beni, Boutembo, déjà en 2018, ils n'ont pas connu les élections, suite à de cas de force majeure dues aux maladies et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que cette partie de la République, du Nord Kivu jusqu'en Ituri, à Djougou, ne vont pas participer à l'enrôlement des électeurs, avec comme conséquence la sous-évaluation du corps électoral de ce côté-là? Donc le poids politique va baisser. Vous pensez que ça ne sera pas une cause demain de crise politique majeure? Moi je dis, gouverner se prévoir. Aujourd'hui, le calendrier va sortir, le chef de l'État, autour des institutions et des autres forces de sensibilité politique, ils vont en parler. Il y a la priorité des priorités, il y a la sécurité, et il y a également l'équation élection en 2023. Nous faisons quoi? Le chef de l'État va parler, il va indiquer la voie, après avoir écouté les uns et les autres. Voilà, aujourd'hui, vous parlez, c'est-à-dire qu'on sent que les élections seront hypothétiques en 2023. Et dans cette hypothèse-là, d'organiser les élections peut-être en dehors du délai constitutionnel, il y a encore des risques encore de dialoguer. C'est que Martin Fayoul est en train de parler une transition sans Tshisekedi. Tout dépend de la façon dont nous abordons le problème. Je vous dis que gouverner, c'est prévoir. Aujourd'hui, nous devons privilégier les acquis. Est-ce que si demain, au regard de la situation sécuritaire, nous pouvons décaler de 2 jours ou de 3 jours, nous n'allons pas brûler le pays, on va en parler, les uns et les autres. C'est l'avenir du pays qui compte. Nous allons discuter de ça, mais l'essentiel, c'est-à-dire qu'il faut anticiper. Il ne faut pas attendre que la situation devienne encore plus grave pour venir discuter. Aujourd'hui, la question est là. Il y a la question sécuritaire. Nous avons une année pour organiser les élections. Nous faisons quoi? Alors, et aujourd'hui, ce que vous proposez, c'est que l'Union africaine propose? Je vous dis que la solution du Congo viendra du Congo. Aujourd'hui... Pas à Nairobi. Je vous dis que la solution du Congo viendra du Congo. Si nous pouvons trouver des solutions en amont, déjà au niveau du pays, le reste, à Addis Abeba ou ailleurs, ça sera le reste. Mais tout dépend de la dynamique intérieure qui sera impulsée d'abord par le premier des citoyens, qui est le chef de l'État. Parce qu'au niveau déjà de l'intérieur, parce que vous parlez certainement de cette majorité réelle au niveau interne, mais au niveau d'Addis Abeba, on voudrait qu'il y ait aussi les M23. On voudrait qu'il y ait aussi d'autres forces. Si au niveau interne, la dynamique dont fait allusion, on ne veut plus, parce que c'est ça la réalité, on ne veut plus du M23. On veut peut-être négocier peut-être avec le Rwanda. Mais au niveau de Nairobi, on impose, on veut, c'est-à-dire que si vous voulez la paix, vous devez certainement négocier avec les M23, avec d'autres belligérants qui font la guerre à la République démocratique du Congo. On ne doit pas réinventer la roue. À un certain moment, il y a eu ce mouvement insurrectionnel. La paix est revenue en 2018. Mais nous devons nous poser la question, comment nous faisons, comment les autres ont fait pour obtenir cette accalmie? Je vous ai dit qu'il faut privilégier non seulement d'abord, premièrement, l'option militaire, parce que c'est la défense de l'intégrité du territoire, mais aussi maintenant voir
notre capacité diplomatique à régler ce problème-là. Parce qu'aujourd'hui, il faut vous allier de beaucoup des partenaires, mais le plus important, c'est créer la dynamique au pays. Le chef de l'État doit créer cette dynamique. Je parlais de majorité réelle face à la crise qu'il y a devant nous. Et le chef de l'État doit écouter les uns les autres pour en Tout que M. Aïe Ndambito, vous êtes moboutiste. Absolument. Vous êtes aujourd'hui, vous vous sentez fier d'y être? Absolument. Moboutiste. Moboutiste. Alors, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, ce qui arrive à la République démocratique du Congo, c'est parce que Mobutu lui-même n'a pas su gérer cette situation. Parce que ça a commencé depuis 1994. Alors, les répercussions sont maintenant visibles actuellement. Le président Mobutu, dès 1994, a eu même à anticiper sur cette question. Mais comprenez les contingences internationales à cette époque, qui pouvaient l'écouter. Il a attiré l'attention de la communauté internationale sur le danger qui se passait de l'autre côté de la frontière. Mais personne n'a écouté. Et on n'en est plus là. Ce qui est passé est passé. L'intégrité du territoire est menacée aujourd'hui. Mais nous faisons quoi? On ne va pas réinventer la roue dans des grandes circonstances malheureuses, douloureuses, comme ça se passe aujourd'hui. Nous indiquons la voie, c'est-à-dire que nous invitons le premier des citoyens à raviver la majorité réelle autour de lui pour affronter cette question de la sécurité. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, le chef de l'État n'est pas le chef de l'État de l'Union sacrée face à l'insécurité. Non, il est le chef de l'État de tout le monde. Et nous devons, pour cette question spécialement, l'appuyer parce qu'il est le symbole de l'unité nationale, il est le garant de l'intégrité. Nous devons d'abord l'appuyer pour que nous puissions recouvrer l'intégrité de notre territoire. Et le reste des problèmes, comme je vous dis, ça viendra après. L'on sait tous très bien qu'à chaque fois, lorsque les politiques appellent les autres à dialoguer, ça aboutit toujours par le partage de pouvoir. Et c'est inévitable. Je ne sais pas aujourd'hui, à quelques mois d'élections, partage de pouvoir, je ne sais pas. Ça dit que partage de pouvoir, l'on sait bien, même si c'est à quelques mois de pouvoir, vous allez vous réunir, vous dites non. Et nous pensons que si le chef de l'État organise ce cadre, une réunion interinstitutionnelle, c'est en un jour qu'on peut écouter les avis. Parce que pendant qu'on est en train de discuter sur le projet de loi budgétaire, le pays, la nation doit être solidaire par rapport à ce qui se passe. Je vous dis par exemple, j'aurais souhaité comme résolution, au regard de la situation sécuritaire, que nous puissions relativiser sur le projet des 145 territoires. Qu'est-ce qui est primordial aujourd'hui? Est-ce que pendant qu'à Kiwanja, à Rutshuru, les gens sont en train de fuir, de l'autre côté de quelques territoires, vous allez dire que non, on va amener des ponts et tout, et tout, et tout. Ce sont des questions fondamentales qu'il faut se poser. Aujourd'hui, il faut que toute la nation soit solidaire face à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des situations normales pour les uns, alors que pour les autres, c'est l'apocalypse. Il y a des guerres, on ne peut pas à Mujima y fêter, alors qu'ici à Goma, il y a des tirs. À Bongandanga, à Gbado ou à Isiro, on ne peut pas fêter, alors que à quelques mètres de là, les frères et les sœurs sont en train de mourir. Donc il faut que cette solidarité soit ressentie, même au niveau institutionnel. Que ce soit dans le projet de loi de finances qui sera voté. L'examen du projet de loi de finances 2023 ne devait pas être un fait routinier, ordinaire. Et ce qui est en train d'être fait, ce qui est en train d'être constaté, fort malheureusement. Mais Monsieur Ndambito, aujourd'hui, pourquoi l'on s'attaque seulement au Rwanda alors qu'il y a l'Ouganda qui est là? Et à chaque fois, lorsque nous avons des déclarations de société civile, ils voient l'armée ougandaise soutenir les M23, alors qu'il y a un accord qui a été signé avec la République démocratique du Congo pour combattre les ADF. Je crois que Et fort malheureusement, ça dit que dans nos accusations, on attaque beaucoup plus le Rwanda, alors que c'est comme si l'Ouganda est vraiment exempté. Vous avez parlé tout à l'heure de 1994 comme déclenchement de ce que connaît le pays jusqu'aujourd'hui. Bon, il y a les multiples rapports des Nations Unies qui indexent le pays que vous citez sur les multiples agressions que connaît le pays. Bon, est-ce que nous devons être dans cette logique d'indexer à chaque fois, ou bien nous devons repenser, comme disait un aîné, notre système de défense,
penser à nos renseignements et nous en avons les moyens. Nous ne pouvons pas comprendre qu'aujourd'hui que nous avons un budget à 2 chiffres, 14 milliards de dollars, mais qu'on se dise que bon, les budgets, les crédits que nous allouons à la défense nationale sont des crédits pour un pays qui est dans un état normal. C'est-à-dire que bon, on se prépare pour la défense et tout, alors que, comparativement à ce qui se passe en Ukraine, les États-Unis envoient maximum de moyens, pas seulement pour l'Ukraine, mais c'est parce qu'on anticipe déjà sur la menace sur les États-Unis d'Amérique. Et c'est ce qui fait qu'ils anticipent. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, au regard de la situation qui se passe telle que ça nous est rapporté, et le secrétaire général des Nations Unies a eu même à parler du sous-équipement de nos forces par rapport à de ce mouvement insurrectionnel, mais ça devait faire réfléchir. On ne doit pas rester muet. C'est-à-dire que nous devons mettre aujourd'hui les budgets qu'il faut, l'enveloppe qu'il faut, pas dans une enveloppe normale, comme si nous n'étions pas agressés. Non, aujourd'hui, mais on a suivi le ministre des Finances qui a parlé des budgets, un budget colossal qui a été mis à la disposition de l'armée. Il y a même d'autres qui sont montés au créneau pour dénoncer. Il dit que non, il ne fallait pas que le ministre des Finances puisse dire... C'est une matière stratégique. Ouais. Je ne sais pas entrer vraiment dans le secret des finances et la guerre. C'est une matière stratégique, mais comme quelqu'un disait, la fin justifie les moyens. Et ça, si on a mis beaucoup de moyens et qu'on a eu peu de résultats, il faut évaluer. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous ne pouvez pas continuer à mettre d'argent alors que vous n'avez pas de résultats escomptés. Il faut évaluer, sanctionner positivement ou négativement pour avancer. Voilà. Et pour avancer, vous êtes porte-parole de la dynamique pour le développement national, DDN. Et vous dites que vous êtes... DDN. DDN. Oui. Effectivement, vous êtes moboutiste. Les élections qui se pointent à l'horizon, vous êtes de l'union sacrée, vous êtes de l'opposition. La DDN va se définir d'ici quelques jours. De jusque-là, vous n'êtes pas encore défini? Non. La DDN va se définir dans quelques jours, mais nous restons républicains. Nous observons la marche des choses et nous proposons tout ce qui va dans l'intérêt de la population, du peuple. Aujourd'hui, nous avons les institutions qui sont là. Il faille que 2023, nous arrivons, nous le souhaitons, que la question de la sécurité va être résolue. C'est vrai qu'on sait quand la guerre commence, mais on ne sait pas quand elle finit, mais nous devons conjurer tous les efforts pour que, effectivement, nous puissions avoir un rétablissement de la paix et arriver à la régularité du cycle électoral. Parce que c'est la régularité du cycle électoral qui permet à ce que, également, nous puissions avoir la stabilité des institutions et tout. Aujourd'hui, nous allons nous définir, comme je vous dis, dans quelques mois, la DDN aura à dire... Et qu'est-ce que vous retenez des Mobutu? Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui sont là, lorsqu'on parle de Mobutu, c'est un dictateur, Mobutu, c'est lui qui a ruiné le pays, mais vous, aujourd'hui, vous criez au effort que vous êtes mobutiste. Ça n'arrive pas tous les jours. Vous savez, avoir un État, protéger un État comme le président Mobutu l'a fait, avoir une nation, ce n'est pas un ensemble, ce n'est pas seulement un ensemble, mais c'est un état d'esprit de vivre ensemble, le pérenniser comme le président Mobutu l'a fait. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, d'ailleurs, l'ancien président Joseph Kabila, lorsque nous avons fêté le cinquantenaire, a eu à le publiciter comme le père de l'unité nationale. Je pense que si lui, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État a eu à le dire, vous mesurez la portée de ces propos. Donc aujourd'hui, je pense que ce que le président Mobutu a fait sur ce que nous vivons aujourd'hui doit être pérennisé. Non seulement la nation, comme en France, quand on parle de Gaulle, c'est le symbole de la résistance, c'est le symbole de la fierté de la France. Aujourd'hui, le président Mobutu, pour ce qui est de la survie de notre pays, c'est une grande référence. Il avait quel âge pour se sacrifier autant pour la défense de la sécurité? Aujourd'hui, nous connaissons le prix de l'intégrité du territoire. Aujourd'hui, il y a des grands leaders en RDC. Ouais. Il y a Kassavoubou, il y a Lumumba, il y a M. Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. Mais vous, aujourd'hui, vous proclamez être
être moboutiste, c'est que ça vous inspire beaucoup plus, là. Mais beaucoup plus. Mais nous vous avons dit qu'au regard de ce qui se passe aujourd'hui, vous avez cité des éminentes personnalités de cette République. Chacun a eu à apporter sa pierre dans l'édifice, dans la construction de cette nation congolaise. C'est comme aux États-Unis. George Washington a eu à faire quelque chose. Les Nixon, tout le monde est passé. Les Lincoln, chacun a apporté. Mais pour la nation congolaise, aujourd'hui, nous devons reconnaître au président Mobutu, après tout ce que nous vivons aujourd'hui, le mérite d'avoir su protéger le pays de ses velléités, de balkanisation, de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc ça, on doit le reconnaître. Et si nous ne le disions pas, vous pensez que qui fera ça mieux à notre place? Mais la DDN telle qu'elle est là, pourquoi DDN attend de pouvoir certainement se prononcer? Parce que nous savons que lorsqu'il y a des partis politiques qui naissent, des partis politiques, directement, ils se définissent ça. Directement, ils disent, nous sommes des lignes sacrées, nous soutenons tel candidat pour les élections, mais vous attendez seulement en 2023. La DDN n'est pas née de nouveau, la DDN est née depuis 2003. Oui, effectivement. Je dois vous le signaler. Donc, nous avions quand même une bonne existence. Mais vous n'avez pas des députés nationaux? Nous en avons eu à un certain moment. Bon, aux élections de 2018, les choses ne sont pas bien passées, mais c'est le passé. Aujourd'hui, nous voyons l'avenir. Nous allons nous prononcer, comme je vous l'ai dit. Mais aujourd'hui, il y a plus important pour notre parti politique. Aujourd'hui, c'est la sauvegarde de l'intégrité du territoire. Nous ne pouvons pas mettre déjà notre passion électorale avant la menace réelle qui est devant nous. Je vous disais, si aujourd'hui la nation n'existe pas, bon, à quoi serviront les élections? Et vous êtes en train de vous accrocher à un hypothétique dialogue pour entrer dans les institutions? On ne s'accroche pas. Nous demandons au chef de l'État, face à la situation qu'il y a devant nous, le chef de l'État devrait raviver la majorité réelle autour de lui. Quand je dis réelle, je ne dis pas qu'il y a une fausse. Non. Face à la sécurité, face à l'insécurité que connaît le pays, le chef de l'État doit élargir le Congolais autour de lui, cristalliser cette cohésion nationale autour de lui pour mieux affronter le problème de la sécurité. Et vous êtes aussi, aujourd'hui, lorsque vous parlez qu'on puisse cristalliser dans le prochain gouvernement, DDN pour aussi se retrouver, pour aussi se faire un peu d'argent pour les élections à venir, qui serait peut-être en 2023 ou 24, 25. Nous sommes des républicains, on ne voit pas le gouvernement comme un cadre où les gens vont, non. Quand on est responsable, on va servir. Vous allez servir. Ceux qui veulent chercher l'argent doivent être des entrepreneurs, aller investir. Mais quand on est politique, on vient, on est serviteur. Donc on ne vient pas parce qu'on vient chercher l'argent. Non, on apporte une vision, on va servir le gouvernement. Et après, ce n'est pas une question d'argent aujourd'hui, non. Nous, ce que nous disons aujourd'hui, nous ne sommes pas au Parlement, nous ne sommes pas membres de la majorité. Donc, entre guillemets, nous ne ferons pas partie aujourd'hui dans les contextes aujourd'hui actuels d'un gouvernement, mais nous proposons des propositions pour qu'aujourd'hui le chef de l'État puisse sortir le pays de la crise dans laquelle le pays est plongé. Voilà, quand bien même vous ne êtes pas encore prononcé, mais il y a des candidats qui sont là, Matata Ponyo, Moïse Katumbi Tchapoué, Jean-Pierre Bemba. Qui vous inspire aujourd'hui? Le président Félix Tshisekedi, candidat, voilà. À ce que je sache, la CENI n'a pas encore fait appel des candidatures, n'a pas encore convoqué. Mais il y a déjà ceux qui sont déjà prononcés, comme Matata Ponyo qui s'est déjà prononcé. On ne sait pas aujourd'hui se prononcer sur des personnes qui ne sont pas réellement candidats. La loi a fixé les conditions pour être candidat. Peut-être que lorsque la Cour constitutionnelle aura à valider les listes des candidats, en ce moment, vous poserez la question. Mais aujourd'hui, devant les sujets... Et vous-même, vous n'avez pas de candidat président. Candidat président, vous n'avez pas. D'abord appuyer la République, le chef de l'État, à finir cette question de la sécurité. Et vous n'avez pas de candidat président, vous? J'ai dit que ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. Oui, la commission électorale n'a pas encore convoqué. Ce qui est sûr, quand vous êtes dans un parti politique, ce n'est pas de l'apostolat, encore moins du bénévolat. C'est que ceux qui viennent là, c'est pour la conquête des pouvoirs. Absolument. Et est-ce que vous préparez à conquérir les pouvoirs?
DDN se prépare à reconquérir le pouvoir parce que vous êtes Mobutis et vous voulez que les Mobutis reviennent. Non, ce n'est pas encore l'histoire de revenir ou pas. Non, le pays appartient à tout le monde. En Côte d'Ivoire, vous avez les oufouettistes. En France, vous avez... Au Brésil, peut-être Lula qui est revenu. Voilà. Il ne faut pas penser que non, ceux qui sont là, c'est contre les autres. Non, tout le monde doit participer et c'est le peuple qui décide. Si demain, le peuple décide de confier de nouveau le pouvoir aux uns aux autres, comme ça se passe en Angleterre, si ce n'est pas les travaillistes, ce sont les conservateurs, mais pourquoi pas? Donc nous ne voyons pas les choses comme ça. Aujourd'hui, il faut insister qu'au moment où nous parlons, il y a nos frères qui sont en train de tomber, que ce soit au niveau du Nord Kivu, que ce soit en Ituri, à Djougou plus précisément, et nous devons voir comment nous devons mettre fin à cette situation de catastrophe. Voilà. Alors, aujourd'hui, l'M23 qui a refait surface. Oui. Donc, ils ont été défaits en 2013. Aujourd'hui, l'M23 a refait surface. Tout à l'heure, vous aviez parlé même de l'évaluation de l'équipe gouvernementale. Vous ne voyez pas de l'action gouvernementale. Voilà, de l'action gouvernementale. Vous ne voyez pas qu'il y a un déficit de la part du gouvernement. Si aujourd'hui l'M23 aujourd'hui qui renaît sur ses cendres, c'est que quelque part, certaines de ces revendications n'ont pas été prises en compte. Vous avez dit ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire que nous, lorsque nous avions proposé l'évaluation de l'action gouvernementale, et qu'est-ce que vous voyez par évaluation? Le chef de l'État, comme je vous l'ai dit, en 2021, après un diagnostic, avait relevé les grands axes sécurité, gouvernance électorale aujourd'hui. Aujourd'hui que nous sommes devant ces faits, les évidences, nous n'allons pas revenir, nous faisons quoi? Et nous pensons que le chef de l'État, non seulement écouter au niveau interinstitutionnel, aller un peu plus dans l'élargissement de l'écoute des autres Congolais, d'autres sensibilités politiques, forces vives et tout, les églises, les grandes confessions religieuses, l'aider à en sortir de cette question. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous accrocher à une posture qui a démontré des limites. Et c'est quoi cette posture qui a démontré des limites? Mais le gouvernement ne peut pas continuer à fonctionner comme si de rien n'était. Donc pour vous... Le gouvernement a exercé depuis 2021, avril 2021. Oui. Et jusque-là, il y a des déficits. Une année et demie, oui. Vous ne pouvez pas continuer à fonctionner comme si il n'y a pas de choses qui n'ont pas marché. La Cour des comptes a fait des observations. La guerre, comme vous dites, le ministre des Finances a parlé des fonds alloués pour la défense, mais qu'est-ce qui fait les 14 milliards les 14 milliards comme budget, qu'est-ce qui fait que prévision budgétaire, qu'est-ce qui fait que malgré autant de millions, les choses ne sont pas passées? Il faut évaluer, arriver à tirer les forces et les faiblesses pour avancer. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Aïe Indambitou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous allons recevoir notre invité, Jackson Ahoussé. On viendra tout simplement et aussi parler de l'occupation rwandaise. Tout de suite. Les dangereux rôles de l'Ouganda dans la guerre de l'Est de la RDC. Monsieur Jackson Ahoussé, député national, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'Ouganda, c'est comme s'il n'est pas épinglé officiellement.
c'est seulement par des sociétés civiles et d'autres forces vives, alors que l'Ouganda appuie les M23. Pourquoi la RDC ne parvient pas à désigner l'Ouganda comme l'un des perturbateurs de la sécurité de l'Est de la RDC? La désignation d'un pays ou bien d'un groupe de personnes dans la participation d'une question importante comme l'agression ne peut pas relever, n'est-ce pas, de nos sentiments ou bien de nos appréciations. Parce que, messieurs les journalistes, il n'y a pas que l'Ouganda comme ayant des personnes dont la nationalité peut être identifiée dans cette zone. Mais ici, il est question de comprendre le niveau de la participation de chacun de ces pays-là. Il y a les autres qui participent d'une manière institutionnelle. Ça sera différent d'autres participations, parfois individuelles, ou encore qu'on peut qualifier d'isolées. C'est pour cette raison que nous nous sommes dit Congo n'est pas une vache laitière pour que tous les pays du monde, n'est-ce pas, viennent se ressourcer. Nous ne sommes pas aussi isolés, nous ne sommes pas aussi contre les autres pays, parce que nous ne pouvons pas aussi rester seuls sur toute la planète. Nous devons toujours avoir des voisins, mais ce que nous demandons, pour ceux qui sont impliqués directement et indirectement dans ce qui se passe aujourd'hui au Nord Kivu, l'Ituri n'est pas aussi du reste, le minimum de considération, le minimum de respect. Moi, je sais que la responsabilité est partagée, ils ont leurs responsabilités, nous aussi nous avons notre responsabilité dans ce qui vient d'arriver, et moi je pense que cela ne justifie pas que les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants se séparent même de leur toit maternel. Ce qui se passe aujourd'hui à Rutshuru est inhumain et c'est quand même horrible. C'est ça, c'est horrible, mais il faut désigner. Il faut dire l'Ouganda, il faut dire le Rwanda. Mais nous, on a rompu la relation diplomatique avec le Rwanda. Pourquoi ne pas le faire avec l'Ouganda? Parce que l'Ouganda aussi perturbe la sécurité dans l'Est. Vous serez d'accord avec moi que même avec le Rwanda, dont il fait allusion, on n'a pas commencé par la rupture de la diplomatie. On a commencé notamment par les mises à garde. On est même allé autour de tables. Vous avez vu Félix Tshisekedi, le président congolais, et Paul Kagame, président rwandais, partout, presque à travers le monde. Dernièrement, ici, lors, n'est-ce pas, des conseils de sécurité au niveau des Nations Unies, Emmanuel Macron a fait asseoir ces deux chefs de l'État. Il était question de discuter pour normalisation. Moi, je pense qu'il y a la mauvaise choix. Et si aujourd'hui, vous pensez, ou les comètes des mortels, ou l'Ouganda veut aussi s'afficher ou en aller outre, et moi je pense que nous sommes à cette étape-là de la mise en garde. Il veut aller outre, mais il est déjà, c'est-à-dire qu'il est dans le bain de massacre, l'Ouganda, parce que l'Ouganda appuie l'M23. L'Ouganda appuie. Mais pourquoi officiellement les autorités congolaises ne désignent pas l'Ouganda? Exact. Moi je pense qu'à ce stade ici, ça sera très difficile d'en arriver parce que pour votre information, si aujourd'hui, on a peur de l'Ouganda. Bon, je ne sais pas si on doit avoir peur de l'Ouganda et ne pas avoir peur de Rwanda. Je ne sais pas pourquoi, mais nous sommes rationnels. Le gouvernement, de ce point de vue-là, est au moins rationnel. Il y a des éléments de la force ougandaise qui sont appréhendés. En plus, c'est l'hypocrisie. L'Ouganda joue à l'hypocrisie. L'Ouganda soutient les FARDC dans le combat contre les ADF. À Beni et à Ituri. Voilà, à Beni et Ituri, plus précisément là, dans votre fief électoral. L'Ouganda soutient l'ennemi des FARDC au niveau des Rutshuru. Quelle hypocrisie. Et pourquoi la RDC n'arrive pas aussi à se définir par rapport à eux? Parce que ce sont des ennemis qui sont nuisibles à la sécurité de la RDC. Nous sommes à pleine crise. Nous sommes en pleine crise avec des personnes de mauvaise volonté, des personnes physiques et des personnes morales. Pour ce qui concerne les personnes morales, c'est notamment tous ces pays qui nous entourent, avec lesquels nous continuons à afficher la bonne volonté, parce que nous allons continuer à le faire, parce qu'on dit toujours, la paix n'a pas de limite. Nous devons continuer à faire la paix avec tout le monde, mais ça ne sera pas fait à tous les prix. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons des localités, des groupements, de chefferies, même les territoires des Rutshuru, que nous ne contrôlons pas.
Et moi, je pense que le moment sera venu où on va identifier toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales. Et moi, je pense que le traitement va être égal. Voilà, vous parlez de traitement égal, mais déjà, au niveau des Ituri, il y a les ADF qui continuent. Les ADF qui continuent à s'aimer des désordres en Ituri, dans votre fief électoral. Dans l'est de la RDC, il y a les M23. Mais déjà, on est en train d'entrevoir un dialogue intercongolais au niveau des Nairobi. Vous, en tant que député national, en tant que représentant, quelle est votre lecture par rapport à ces faits, par rapport à ces événements? Exact. Moi, je pense que je n'ai pas compris moi-même le président Macky Sall, dans sa communiqué, ou bien dans son communiqué convoquant ce dialogue, qu'il appelle dialogue entre les Congolais, donnant même des dates. Bon, je suis un peu perdu par rapport à ça. Du 4 au 13. C'est pour cette raison que moi j'appelle, à travers l'audience de votre antenne, de demander au gouvernement, de demander au président de la République d'exiger des explications supplémentaires au président Macky Sall. Parce que comment le dialogue entre les Congolais doit être convoqué par l'Union africaine? Si les Congolais veulent parler entre eux, est-ce que ça doit être convoqué par l'Union africaine? Et je me dis, l'Union africaine a consulté qui? A consulté quel parti? Parce qu'avant d'aller l'Union africaine avant d'aller à un bipartite, tripartite, il faut quand même qu'il y ait une consultation. Elle veut s'appuyer sur la feuille de route de Luanda, la feuille de route aussi de Nairobi. C'est sur cette feuille de route-là. Parce que lorsque vous lisez les communiqués, ils font référence à cette feuille de route. Oui, cette feuille de route-là, mais il faut savoir, on en était où? Parce qu'on ne doit pas escamoter les étapes. On doit se poser la question, la feuille de route de Luanda et celui de Nairobi, on était devant quelle étape? On doit retourner à l'étape où on était pour qu'on en avance. Vous êtes sans ignorer que le gouvernement congolais avait compris, senti et dénoncé même la mauvaise volonté qui animait la partie, si on peut appeler la partie adverse, qu'on appellerait M23 et Rwanda, parce que c'est très difficile de dissocier M23 au Rwanda. La mauvaise volonté était manifeste. Notre gouvernement a qualifié même, n'est-ce pas, M23 à des terroristes, et notre gouvernement est allé plus loin. On ne peut pas dialoguer avec les terroristes. C'était ça, n'est-ce pas, l'étape où nous sommes arrêtés. Qu'est-ce qui a évolué dans l'agissement, dans le comportement de la partie adverse pour qu'on requalifie cette position-là? C'est pour cette raison que moi je pense on ne peut pas refuser les dialogues. On ne peut pas refuser, peu importe la nature de la guerre, les gens peuvent s'asseoir. Mais on doit se dire, il faut qu'il y ait quand même une consultation au préalable. Consultation, il faut que l'État, il faut que les médiateurs, oui, les médiateurs qui est Luanda ou Nairobi, au mieux l'Union africaine, consultent le gouvernement congolais et consultent la partie adverse qui aujourd'hui, il faut que cette communauté internationale ou médiateur accepte aussi de ne pas dissocier les M23 à leurs partenaires. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est déjà une barrière que les Congolais eux-mêmes ont érigée en qualifiant le M23 des terroristes et avec lesquels ils ne peuvent pas dialoguer? Et qu'aujourd'hui, l'Union africaine convoque un dialogue, mais avec ça, c'est que ça sera une contradiction de la part des Congolais. Non, ce n'est pas les Congolais qui... Là, tu me renforces. Ce ne sont pas les Congolais qui convoquent. Ce que j'ai dit, oui. Ce sont les médiateurs qui les convoquent. On ne peut pas aussi empêcher aux médiateurs de prendre des initiatives. Mais ce que nous demandons ici, c'est de demander aux médiateurs de ne pas télescoper les événements. Ils doivent se poser la question, où en est-on? On en était où? Pour qu'on puisse commencer, parce qu'aujourd'hui, la situation s'est exacerbée. Et moi, je pense que nous les décrions, nous les condamnons, la communauté internationale, même les communautés régionales que nous avons, on a tendance à nous incriminer. Personne n'a condamné aujourd'hui la prise de Rutshuru, de Kiwanja, de Rutshuru aucun communiqué. Moi, je ne sais pas, peut-être ça m'échappe. Vous êtes journaliste, vous pouvez en avoir une idée. Aucun communiqué condamnant. On voit seulement les Nations Unies demandant à la France, demandant certainement au M23 de se retirer, mais sans pour autant condamner. Exact. Et cette absence de condamnation nous met un peu en porte-à-faux. Nous nous disons, nous risquons de se retrouver, où nous nous retrouvons déjà, dans une situation où nous sommes un contre tous. Et moi, je pense que
Ici, je ne voulais pas qu'on s'internise sur la question des médiateurs, des communautés internationales. Ici, le message doit être lancé aux Congolais. Pour Que dire quoi? cette terre nous appartient. Nous avions hérité cette terre. Et moi, je pense que si les aïeux, les ancêtres et les gens qui nous ont précédés nous l'ont laissé, ça sera trahir leur mémoire que nous les laissions à la génération future d'une manière disséquée. Et moi, je pense que l'heure est venue. L'heure est venue, nous voyons ce que les Ukrainiens sont en train de mouiller leur maillot. C'est pour cette raison que la force vive. Moi, je lance un appel vibrant, même au chef de l'État. Il doit convoquer plutôt un vrai dialogue intercongolais. Je ne dis pas ici un dialogue entre les Congolais et les ennemis qui l'agressent à mauvaise foi. Un dialogue entre les Congolais, toutes les forces vives. Moi, je pense qu'il y a des leaders politiques, des leaders économiques, des leaders militaires. Il y a la force vive congolaise, la saine force vive congolaise. Nous devons nous asseoir pour que nous puissions baliser entre nous et voir ce qui vient devant nous. Parce que nous sommes déjà en guerre. On vient de nous déclarer la guerre. Et moi, je pense que nous n'aurons pas d'autre choix que de nous battre. À la limite, Mais qu'on nous extermine avant de prendre le Congo. Parce qu'on ne saura pas prendre le Congo et nous laisser vivants. Si on prendra et on prend le Congo et que nous restons vivants, mais si les journalistes, on partira où? est-ce que maintenant, aujourd'hui, il faut que le chef de l'État décrète l'état de guerre contre le Rwanda? On n'en est pas encore à ce niveau-là. Moi, je ne peux pas conseiller qu'on décrète la guerre contre le Rwanda. Parce qu'avant de décréter une guerre, il faut d'abord se préparer à l'interne. Et moi, je pense qu'au niveau à l'interne, il y a encore des petites fissures qu'on peut gérer. C'est là où j'interpelle. Une concertation nationale s'impose à ce stade. Pourquoi on se concerte toujours quand il y a des problèmes politiques? Pourquoi on se concerte toujours pour des questions des élections? Pourquoi on ne peut pas se concerter? Parce que le pays est attaqué, le pays est agressé, on veut nous exterminer, on veut nous prendre les territoires. On a déjà pris les territoires. C'est maintenant, c'est le moment de démontrer notre maturité politique. C'est pour ça que nous sommes des leaders politiques. Nous devons aussi dépasser nos égos, dépasser nos limites, dépasser nos divergences, n'est-ce pas, pour démontrer à combien de fois nous sommes attaqués dans notre propre chair. Aujourd'hui, il y a des Congolais qui passent la nuit à l'extérieur. Il y a des Congolais qui sont tués aujourd'hui sur leur terre. Alors moi, je pense que je suis venu dans votre antenne pour demander la nécessité d'une concertation nationale par rapport à ce qui nous arrive à l'Est de la République démocratique du Congo, pour que tous, chacun là où il sera, nous soyons capables de parler le même langage, de dire la même chose, parce que la patrie est plus chère que tout ce qui nous a fait. Merci beaucoup, Jackson Aossé. La patrie est plus chère. Merci. Vous avez été nombreux à nous suivre. Vous avez raison, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition de Christopher Ochokoum. Portez-vous très bien et à très bientôt.